Salut à tous, on a la chance et le plaisir d'être avec Théo d'Étienne, mais avant tout l'hygiène c'est important, alors on passe au lavage de mains. Merci d'y avoir pensé, parce que l'hygiène, ça passe avant tout. C'est vrai. Une fois qu'on a les mains désaffectées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ouais. On refait un clap. 1, 2. Salut Théo. Salut Julien. Merci de nous recevoir dans ton domaine, musée de la vigne et du vin, car comme tous les ultra-trailers, tu t'es mis à faire du vin. Hein. On sait que tous les grands... Je suis vigneron depuis quelques temps, ouais, effectivement. ça marche. 2025, quelle année Théo? Quelle année? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année Théo? Non, il n'y a pas de jeu de mots. Année Théo, année Théo. Année de révélation, année, je sais pas, ouais, comment on pourrait l'appeler? Justement, comment toi tu peux la caractériser? Non, petite année des révélations, ouais, je pense que c'était ma première année en tant qu'athlète professionnel à 100%. J'avais à cœur de bien faire. Je pense avoir fait en sorte que ça se passe bien. En tout cas, moi, je suis hyper content, hyper fier de cette année. Maintenant, le défi, c'est de faire mieux par la suite. S'il y avait un mot à mettre sur cette année, ce serait quoi? La scène, la performance? La performance, ouais. Ah, la performance. Performance dans les deux sens du terme. Ouais, il y a la performance, il y a plusieurs performances. Déjà celle sur le terrain en tant qu'athlète, en tant que coureur, et je pense aussi la performance à travers les réseaux sociaux, la création de contenu. C'était une année où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. J'ai voulu créer beaucoup de choses et mettre en place beaucoup de choses, notamment la chaîne YouTube, ce qu'on a fait sur Instagram aussi, mais surtout moi ce qui m'importe le plus, c'est ce qu'on a fait sur YouTube, qui était voilà une nouvelle forme de création. Ça me tenait à cœur. Et on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Évidemment, ça va continuer, c'est que le début. Mm. Mais ouais, ça a été vraiment important pour moi. On va en reparler. Tu penses que 2025, franchement, c'est la plus belle année? Oui, clairement. C'est vrai. Ouais, ouais, clairement. Bah, dans tous les cas, ça devait être la plus belle année. Parce que année de professionnalisation, moi, je m'étais mis une certaine pression de moi-même, de me dire que j'ai à cœur de bien faire. J'ai à cœur de montrer que si je fais ça, c'est pour aller encore plus loin par la suite. Et ouais, c'est certain que c'est un tournant pour la suite de la carrière. Athlétiquement, personnellement, professionnellement, sur les trois plans, Sur les 3 plans. c'est vraiment la plus belle. Ouais, ouais. Pourtant, tu t'es pas marié l'année... Pourtant, je me suis pas marié cette année-là. Non, je me suis marié il y a 2 ans, mais non, c'est sûr que même quand je fais le bilan en fin d'année, je regardais des photos de moi en début d'année sur les crosses. Déjà, capillairement, j'ai énormément changé. Je suis Beaucoup. passé d'une coupe un peu bizarre à un vrai mulet, un truc assumé. Mm. Donc, quand je regarde les photos, je me dis que je suis plus la même personne. Et puis, ouais, après, tout ce qui s'est passé entre-temps, en quelques mois, ça a été très, très intense. Et faire le bilan en fin d'année, c'était important. Je l'ai fait avec un petit pincement de me dire que ça s'est passé vraiment vite. Tout s'est vite enchaîné. Et c'est dur de pouvoir profiter à 100% quand on est dans l'instant. On est souvent, même si j'ai à cœur d'être à 100% tout le temps dans le moment, on est toujours dans le moment d'après, à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais enchaîner. Mm. Du coup, c'est important et c'était un peu mon bilan en fin d'année de me dire, maintenant tout s'enchaîne vite, je le sais. Ça va être à moi de ralentir et de prendre ma propre vitesse pour être à 100% dédié dans le moment dans lequel je suis. C'est exactement ça. Je pense que la notion de vitesse, on va y revenir, mais c'est même plus de l'accélération. Et peut-être la question de la patience et de l'impatience, on va y revenir aussi. J'invite tout le monde à aller voir capillairement l'évolution de Théo d'Étienne. On vous met une photo avant, une photo après. Ouais, et 3-4 photos pendant aussi, parce que Oui. c'est un chemin, comme on C'est un dit. chemin, Il exactement. n'y a pas que la destination, il y a le chemin, et capillairement, ton chemin est beau. Accélération, vitesse et devant de la scène. Je te cite, en 2025, tout s'est accéléré. J'ai découvert ce que signifiait vraiment évoluer sur le devant de la scène et assumer ses ambitions. S'il fallait résumer 2025, on pourrait dire sur le devant de la scène, mais c'est aussi la scène personnelle, c'est-à-dire son maximum d'implication athlétique, mais aussi de mise à nu. Est-ce que tu penses que tu t'es davantage mise à nu en 2025, plus que jamais? Moi, j'ai découvert un Théo que je connaissais pas. C'est vrai? Ouais. Sur quel plan? Sur le plan de la mise à nu, je vais pas dire de showman, mais de la créativité, Ouais. l'expression, quoi. Il y a la Ouais, création de style, mais il y avait aussi un besoin spontané. C'était pas un rôle que tu jouais, quoi. Non, c'était pas un rôle. Ce que j'ai produit, c'était 100% moi. Et j'avais à cœur de me challenger et de montrer aussi cette partie de moi, ce que j'étais capable de donner. Et je suis content si ça t'a touché. Non, en tout Mais, cas, ouais, c'est ce ouais. que moi j'avais à cœur de mettre en place. Donc, mise à nu, devant de la scène. C'est le Théo 2024-2025. Moi, je dirais même, oui, 2024-2025, c'est aussi et surtout un personnage public. C'est, allez, j'aime bien dire ça, une surface médiatique décuplée. On va dire qu'au dernier pointage d'il y a 3 jours, c'était 171 000 followers sur Insta. On se serait rencontrés en 2023, très honnêtement, j'aurais fait encore le distinguo entre l'athlète et le personnage. Je sais pas.
En 2026, pour moi, c'est inconcevable. Je pense que peut-être tu habites davantage ce que tu es encore plus en phase avec ce que tu es. Il y a l'athlète qui révèle, le créateur qui révèle, le showman, on va dire, le roi du divertissement, comme dit un certain Clément Defresne d'Orchy dans le Nord. Mais est-ce que tu aurais préféré une médiatisation décuplée uniquement via une saison athlétique dominatrice, performante, au-dessus du lot? Parce que ta révélation et ton explosion, notamment médiatique, elle vient aussi de ce tout, quoi. Est-ce que ça aurait pas plus eu de valeur en toi si tu n'avais fait que être, mais vraiment au-dessus du lot en permanence? Non, je pense pas, parce que justement, j'ai à cœur de montrer qu'il y a l'aspect performance, mais qui reste une toute petite niche. Enfin, des coureurs qui, comme moi, qui cherchent à performer, ça représente 0,01% de tous les coureurs et de tous les gens qui mettent un dossard. Et avant tout, même quand je fais du sport, et ce qui m'anime, c'est de prendre du plaisir, faire le show. Et pour faire ça, voilà, il y a pas besoin forcément de nécessiter la performance. Et c'est pas ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent en permanence, parce que c'est des choses qui parlent pas en général aux gens qui s'y intéressent, parce que c'est le sport performance, c'est pas quelque chose de très passionnant. Les journées, c'est assez redondant, il y a des choses qui sont moins intéressantes que d'autres. Et j'ai envie justement de montrer plus cet aspect passion et envie qui passe selon moi avant tout. Et quand on prend un dossard, quand on s'entraîne toute l'année, c'est avant tout parce qu'on prend du plaisir à le faire. Puisque si on prend pas de plaisir à le faire, je vois pas pourquoi on serait là. Et ça revient souvent dans ta com, le rêve. Le Ouais. rêve, le rêve, le rêve. J'ai rarement vu une com aussi répétitrice et répétitive sur la notion de rêve. C'est vrai ça? C'est pas du Ouais. blabla. Non, non, c'est pas du blabla. Avant Tu es tout, le jeune rêveur passionné que tu évoques dans ton dernier post. exactement. Et je ferai tout pour accomplir ses rêves, ça c'est sûr. C'est Mm. l'objectif de toutes les années qui vont arriver prochainement et de toutes les courses et de tout ce qui va au-delà des courses, évidemment. C'est sûr. Moi, ça me pose une question. Ça voudrait dire qu'à 27 ans le 9 février, Exactement. bientôt, Bientôt. tu sais, j'aime bien faire le mec qui sait, alors qu'en fait, tout le monde sait que tu fais 1m77 et 59 kilos. Euh, mais ça veut dire que le trail et l'ultra trail, le sport de gladiateur, les héros modernes qui font 100 miles en moins de 20 heures, en fait, c'est terminé ça, le trail à la papa. C'est l'heure de divertir aujourd'hui. C'est une bonne question. Non, il y a Merci. il y a le côté divertissement qui est hyper important, mais je pense que c'est surtout, avant tout, important de cultiver ce côté plaisir, ce que les gens viennent chercher en général. 99,9% des gens qui viennent sur une course, c'est pour faire du trail à la papa aussi et profiter. Il y a le côté divertissement parce que ça apporte du show, c'est marrant, c'est drôle à voir, mais on vient pas tous chercher ça non plus. Hmm. T'as lancé une chaîne YouTube, t'as créé, alors attention, un site web Ouais, professionnel, attention, hein. en disant, bon, certes, je repasse par un moyen qui s'appelle le site internet. Tu ne l'as pas fait chez blogspot.com ou Overblog, mais voilà, et t'annonces tes désirs de création de contenu. Et je pense, mais alors ça c'est vraiment une intuition très personnelle, que s'il fallait estimer la jauge de Théo qu'on a vue, à mon avis, on a vu 30% de Théo Détienne. Enfin, je l'estime comme ça, Maximum. maximum. Cette envie de créativité, voire même d'esthétique, parce que je pense que tu as une fibre esthétique, est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis toujours et que tu peux enfin exprimer, ou pourquoi il n'y en avait pas avant ou moins avant? Il s'est passé quoi? Il y a eu une libération ou tu t'es dit, mais non, en fait, ça y est, j'ai trouvé le domaine dans lequel je peux vraiment m'exprimer, quoi. M'exprimer. C'est quelque chose que je pense j'ai toujours eu en moi, cette fibre artistique ancrée en moi. Et Petit c'est déjà, tu important. faisais des Ouais, dessins? petit, beaucoup de dessins, beaucoup de sculptures, La collage, poterie? tout ça, poterie. Poterie. Non, et en fait, c'est important de la cultiver. Et je me suis rendu compte, bah, il y a eu des longs passages de ma vie. J'ai que 26 ans, Beaucoup de attention, hein, collage. voilà, je précise. Ouais, des Mais gommettes. où en fait, c'était quelque chose que je cultivais pas forcément. Et là, je me rends compte, en fait, depuis quelques temps, plus je le cultive, plus ça me donne envie d'en faire et plus je deviens créatif. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de mettre l'accent aussi. Bon, tout en restant dans l'aspect évidemment performance, parce que c'est pour ça que, que je mets des dossards. Mais ça, c'est des choses qui sont intéressantes à travailler en parallèle. Et moi, c'est des choses qui me stimulent. Je pourrais pas être uniquement dans ma bulle performance, à me dire, je me lève le matin, je vais aller m'entraîner, je rentre, je dors. Je vais m'entraîner, je rentre, je dors, je mange. Ça marcherait pas comme ça et je serais pas heureux et épanoui dans ça. Pour moi, c'est important de travailler sur d'autres aspects. Déjà, premièrement, parce que j'ai cette fibre en moi et j'aime partager et montrer aux gens aussi l'envers du décor. Donc, en tout cas, plus je le fais, plus C'est vertueux, quoi. c'est un cercle vertueux et qui me donne envie d'en faire encore Ouais. plus à chaque fois. C'est Faut pas se disperser parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Là, cette année, la chaîne YouTube, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai la chance de bosser avec Enzo, qui a aussi énormément cette patte créative et je pense qu'on forme un super bon duo.
dans le sens où on est très complémentaires. Enzo Besson, Besson, fils ouais, de Luc Besson, c'est c'est vrai. pas vrai. Bah, grosse filiation quand même, hein. Si je pouvais avoir un autographe, merci Enzo. On lui en fera passer un. Ouais, d'accord. Donc ouais, énergie vertueuse, et tu arrives encore, mais ça on va y revenir, à doser entre la performance athlétique et la performance, ouais, on va dire la création, quoi, pour le C'est pas moment. simple, ouais. Faut jongler, faut savoir jongler entre les deux et quel moment est opportun pour jouer sur le côté réseaux sociaux, création, et dans lesquels où il faut se mettre ça totalement de côté et être 100% concentré sur l'aspect entraînement, performance. Mais est-ce que le risque, question logique, c'est pas que ta communauté qui ne fait que croître et qui, mathématiquement parlant, ne va faire que croître, Mhm. à un moment, va te mettre une pression subjective ou objective? Je pense à Clément Defrenne, dont là aussi on va reparler, qui est très très en phase avec sa communauté et qui se met vraiment la pression, positivement, mais professionnellement, pour pouvoir répondre au maximum de commentaires. À quel moment tu es en capacité de gérer cette demande du public, quoi, tout simplement? C'est pas quelque chose qui t'effraie. C'est pas quelque chose qui m'effraie, bien au contraire, parce que moi, ça m'apporte énormément de force de savoir qu'il y a des gens derrière moi qui me supportent, qui aiment et qui sont derrière moi. En fait, c'est quelque chose qui pousse et qui motive. Et ça se retranscrit en fait directement là où moi ça m'a le plus choqué, c'est à l'UTMB cet été à Chamonix. Le nombre de personnes qui s'étaient déplacées, qui avaient fait des pancartes, qui avaient imprimé des photos de moi. C'est juste fou, pas par mégalomanie juste pure et dure, juste parce que les gens, en fait, je me rends compte que je leur fais vivre des émotions et je sais ce que ça fait de vivre ces émotions à travers le sport. Ça m'est arrivé de pleurer devant ma télé d'émotion quand tu vois des grands champions gagner des grandes choses. Je me dis, bah, je suis capable à ma manière de transmettre ces émotions-là aux gens et à tel point qu'ils sont là au bord du sentier avec des pancartes et des photos de ma tête, c'est que j'ai été capable de leur transmettre des choses et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc ça vaut cet investissement. Hmm. Même si c'est pas simple, ça demande de l'énergie, c'est quelque chose de très positif et c'est des bons problèmes, entre guillemets. Mais cet échange d'énergie, je crois qu'il y a une catégorie de personnes qui parlent comme ça, c'est les artistes. On a partagé un moment, on est dans l'échange avec le public, on va y revenir. Est-ce que ça voudrait dire que le sport, quelque part, c'est qu'un moyen d'accomplissement partiel? Imaginons un Théo vainqueur en chaîne, un athlète au firmament, là encore une fois, dominateur. Moi, j'ai du mal à croire, ou j'aurais du mal à croire que le besoin de créer soit aussi vif. C'est-à-dire, Si on avait un Théo d'Étienne, ou Théo de Tienne, qui dominait vraiment son sujet athlétique, ouais, qui se t'es en train de dire, grisait de t'es en victoires, train de dire que je domine pas pour l'instant. Ça va arriver, ça va tout n'est arriver. question que d'évolution. Après, c'est ennuyeux quand on est déjà au taquet. Oui, c'est plus marrant. Imagine que que tu décuples tellement tes capacités Mm. avec des scores vraiment patents. Est-ce que le besoin de création serait tout aussi présent? Ou Ouais, ouais. ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui changera pas. Je peux pas te dire qu'est-ce que je te dirai dans 10 ans parce que on change d'avis en permanence. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver et qui est important. Et même si dans 3 ans, j'aurais déjà gagné 3 UTMB, 3 Diag, 3 Western ou autre, je sais pas ce que je pourrais te dire. En tout cas, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver et de maintenir parce que ça fait partie de moi et c'est important pour moi Mm. de transmettre ça aux gens. On revient un peu en arrière. À quel moment tu placerais une sorte de sensation de bascule? Peut-être l'année où la solidité athlétique, il y a un cap qui se, il y a un cap qui se franchit. Je me souviens tout en 2023, Grand Trail de Serponçon. Il y a 200 personnes qu'on rapatrie en hypothermie, dont un moustachu dont je tairai le nom. Mais le lendemain, ça permet de reprendre un dossard sur la course avec le parcours mystère. Il y avait déjà un autre Théo, on s'était rencontré à cette époque-là. À quelle année toi tu sens, est-ce que c'est 2023 ou avant, une bascule, vraiment une assise athlétique? Et est-ce que ça coïncide aussi avec une perception différente de la part du public? Est-ce que les deux tendances se sont réunies, quoi? Je dirais plus l'année 2024. Ok, très bien. C'est Où vraiment pour me contredire, ça. C'est juste pour te contredire. D'accord. Non, c'était différent. En 2023, j'étais encore purement centré dans cet objectif de secours en montagne. Et pour moi, il y avait rien qui pourrait me dévier de ça. L'année 2024, quand je fais quatrième au 90 du Mont Blanc, pour moi, ça a été un petit déclic dans ma tête, dans le sens de me dire, bah, maintenant, j'arrive à courir à côté de coureurs qui sont professionnels et qui dédient leur vie à ça. Alors que j'ai un travail et que je m'entraîne très peu, parce que je me souviens que pour cette course-là, j'avais enchaîné les formations, je m'étais très peu entraîné. Et au final, je me dis, si je suis capable d'atteindre ce niveau-là maintenant, qu'est-ce que ça pourrait donner
Si je dédiais ma vie à ça, entre guillemets. Ouais, prise de conscience, puis on Prise le de sent conscience, ouais, à l'intérieur de 2024. soi, quoi. La popularité, t'en parlais un petit peu là, t'as jamais le sentiment que ça peut être casse-gueule. Je pense à ta prise de parole sur les ANS suite aux Templiers, qui était honnête, franche, mais qui forcément a généré des haters et des lovers. Euh, Quand on voit qu'on a de la popularité et un écho médiatique comme ça, ma question est double. Est-ce qu'on pense à des prédécesseurs? Je vais citer Casquette Verte en termes d'influence, Clem qui court, euh, Mathieu Blanchard quelque part. Alors est-ce qu'on se dit, chouette, c'est Disneyland, c'est super, ça génère quelque chose de très vertueux, ou est-ce qu'à un moment, on sent que ça y est, on est sur une crête sur laquelle il va falloir un peu maîtriser sa parole et ses prises de parole? Alors, Parce que quand on là, tu as s'exprime... l'air, comme d'habitude à la Théo, de marcher sur l'eau. Non, mais quand on s'exprime sur des sujets qui sont, à mon sens, aussi importants comme la prise ANS, en fait, c'est des sujets vraiment importants. Moi, pour moi, c'est hyper important de me positionner. Et à mon sens, quand quelqu'un se positionne pas, ça reste quand même assez flou. Donc, pour moi, c'est important de me positionner pour pas laisser de place au doute. Et Sur un sujet sur lequel on doute. sur des sujets sur lesquels on doute. Ouais, ok. Voilà. Donc, non, c'est important de me positionner. Moi, je te ramène sur le sujet de la prise d'ANS. Et après, oui, dans tous les cas, on pourra jamais plaire à tout le monde. La médiatisation, ça amènera toujours son lot de personnes à qui ça plaît pas. Ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire que plus il y en a, plus on est en train de monter, donc c'est positif. Mais tu t'es pas mis en tête d'avoir un rôle, une position sur tous les sujets, Ah non, comme les sportifs non, je suis ou pas comme... spécialiste en tout. Je dis, non pas que je sois spécialiste en prise d'anti-inflammatoire, je suis pas médecin, mais Hmm, en tout cas, c'est un sujet sur lequel je me suis un peu intéressé. d'accord. Euh, on revient un peu en arrière, 19 novembre 2006, 6 secondes 5 au 30 mètres haies, Tu t'en souviens comme si c'était hier, tu te rappelles, t'étais au bord du stade, je m'en souviens. Savigny-le-Temple. J'avais pris des photos. Il a ressorti les dossiers, ça c'est moche. Attends, 12 mai 2007, on est à 8 secondes 9 au 50 mètres. Solide? Et puis, le pentabon, que je ne connaissais pas, hein, le pentabon. Pentabound. Pentabound. Voilà. Le medicine ball. Ouais. Tu te souviens de ça? Là, tu ressors des sales trucs, hein. C'est pas si vieux, t'as C'est pas 27 si ans. vieux, c'est pas si vieux. Mais quand même, le type, il Ouais. faisait du 30 mètres haies à 6 ans. À 6 ans. J'ai commencé l'athlétisme à 6 ans. Donc, et ce côté fédéral, déjà, c'était tes premières expériences. Ouais. C'est quoi le pentabon? Le pentathlon, c'est comme... C'est comme du pentathlon, mais... C'est comme du pentathlon, mais non, mais tu fais que des sauts. C'est penta 5. Ouais. 5 sauts. En fait, c'est comme du saut en longue, comme du triple saut, sauf que là, c'est 5 sauts. Ok. C'est pour les catégories enfants. Écoute... Comme le medicine ball, parce que tu peux pas faire du lancer de poids quand t'es plus petit. Ah, tu jettes le medicine ball? Et du coup, tu jettes le medicine ball, comme ça. D'accord, ok. Ouais, c'était une sorte de crossfit avant l'heure. CrossFit pour les enfants. De l'aérox pour les Voilà. enfants. Justement, parlons un peu de fédération et de mentor. Parce que toi, on ne te rattache, mais alors pas du tout au fédéral. Or, les premières expériences que tu as, c'est quand même, excusez du peu, hein, une expérience en sélection française pour les mondiaux et les Europes de course en montagne. C'est vrai. Donc à Skopje et c'était où? À Canillo. Exactement. Je dirais pas que tu fais 41-13 et 15e et 6e par équipe, mais quand Je même. me rappelle même combien je fais, tu dis? Je me rappelle même Alors à plus. Canillo, championnat du monde de course en montagne, donc en U20, Ouais. vous faites 6 par équipe, et si je ne m'abuse, tu fais 15e en finale en 41-15. Ah ouais, c'est ça, ouais. 41-13. Ouais, c'est ça. Skopje, junior, homme, équipe, 3e, finale, 7e en Ouais, c'est ça, 27-05. septième. Ouais. Donc C'est vrai que j'ai propre, fait quoi. 7ème au championnat, je me rappelais même. Mais voilà, 2 sélections Europe et France, Europe et mondiaux de course en montagne. J'avais fait champion de France de course en montagne. Champion de France de course en montagne. On te retrouve aussi aux France de Trail en 2023. Mais Moins tranchant cette année-là, par contre. ouais, les Mathésins, mais voilà, t'es passé par Sénart, Savigny-le-Temple, et tu es licencié depuis 2019 au club du Haut-Val-Espire, Amélie-les-Bains, les PO, Petite dédicace. et un certain Marc Villa. Qu'est-ce que dirait ce fameux Marc Villa qui t'a fait découvrir le trail, qui était encadrant, qui est toujours organisateur du Ouais. 100 miles sud de France, du trail sud Cadix-Montagne. On salue Marc Villa, On parce t'embrasse. qu'alors, ouais, c'est une faconde et une disponibilité géniale. Mais le terrien, qu'est-ce que lui dirait Marc des étoiles, des spotlights et de l'explosion de Théo de Tienne aujourd'hui? Si Lui, tu me dis, on va lui poser la question, voilà, on passe à la question on suivante. va te poser la question. Non, ouais, c'est sûr qu'il a son avis tranché parce que c'est quelque chose qui a été hyper vite et qui pour lui parle pas beaucoup. Même s'il suit énormément et il s'y intéresse parce qu'il adore ça, tout a été très très vite. Et il aime toujours me remettre l'église au centre du village dans le sens
Influenceur, c'est bien, coureur, c'est mieux. Il te le dit, ça, Ouais, ouais. ouais, ouais, il me remet toujours l'église au centre du village, comme quoi faut pas oublier de s'entraîner. C'est bien de vouloir voilà, faire le show, faire l'animation, faire des vidéos, mais faut pas oublier et garder en tête que pour moi, pour mon profil, faut aller s'entraîner et faut performer. L'équipe de France par rapport à Théo Détienne, c'est chiant, c'est casse-pied, ce serait chiant. Non, j'en garde des super souvenirs, hein. C'était ma première année vraiment chez les jeunes, donc quand je fais champion de France de course en montagne chez les juniors. Et c'était quand on est jeune, c'est le Graal, la sélection en équipe de France. Tu passes la ligne d'arrivée, on te donne ton papier que tu dois remplir pour faire ta sélection. C'était juste un rêve qui est devenu réalité. C'était incroyable. Je suis hyper content de l'avoir vécu. Des sélections en équipe de France, il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. Pour l'instant, c'est quelque chose que je mets un peu de côté parce que je me concentre sur la partie vraiment Circuit. le circuit longue distance et les grandes courses, disons, majeures du calendrier. Non pas que les championnats du monde ou championnats d'Europe soient des courses moins majeures, mais le circuit fédéral, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse plus dans le sens où, pour moi, le côté fédéral, il a moins sa place dans la discipline, dans le sens où c'est une discipline qui s'est créée sans le côté fédéral. Mm. C'est un peu ce côté en dehors de la société. À la base, le trail, cette discipline où tu prends tes chaussures, tu vas courir en montagne, Ouais, t'es libertaire, hein. t'es rattaché à aucune fédération, il n'y a pas de structure. Ça, c'est l'esprit trail running à l'origine. Alors évidemment, bah, il y a l'évolution qui est arrivée. Peut-être le trail aux Jeux Olympiques d'ici quelques Olympiades, on ne sait pas, tout va vite, donc on verra bien. À l'heure d'aujourd'hui, le côté fédéral, je l'ai mis un peu de côté. Mais en tout cas, là, ces sélections en équipe de France, j'en garde des souvenirs Ouais. impérissables. Les stages en équipe de France, pareil, c'était super. Le côté fédéral, c'est quelque chose de particulier. Pour l'instant, c'est vrai on m'y rattacherait pas du tout parce que peu de gens savent, parce que depuis l'évolution que j'ai fait ça. Mais j'en garde quand même des bons souvenirs. C'est pour ça que je me disais, j'essayais d'imaginer un Théo Détienne. On pourrait même presque parler d'un binôme dans le style d'un Clem qui court et d'un Théo Détienne, parce que c'est un peu le bleu et le rose de chez Brooks, mais on va en reparler. Aujourd'hui, en face de l'équipe de France, c'est pour ça que je posais volontairement la question de manière provocatrice. Non, les gars, non, c'est bon, l'équipe de France, non, trop prise de tête, trop sérieux, quoi. Peut-être dans le futur. Peut-être dans le futur, ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas des choses que j'ai Surtout pas envie maintenant. de. Non, c'est pas des choses que j'ai envie de mettre en avant maintenant parce que on le voit, l'évolution va très vite. Il y a beaucoup de jeunes qui sont amenés à se mettre ouais, à ce sport, à cette discipline, à découvrir. Et j'ai pas envie de promouvoir le fait de mettre tout dans des cases et de se dire ça appartient là, ça appartient là. Et en fait, une fois que tu es dans une case, t'en ressors pas. Mm. Donc, pour l'instant, j'ai envie un peu de casser ces barrières, de se dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a ceux qui veulent faire de la performance, très bien, c'est une chose, mais je pense que c'est pas ce qu'il faut promouvoir, même si c'est un peu la vitrine et c'est ce qui peut faire rêver les plus jeunes. La performance, c'est évident quand on est jeune et ça met des étoiles plein les yeux. Mais je pense qu'il faut mettre avant tout sur le devant de la scène le côté plaisir et passion. Mm. J'aurais tendance à dire que c'est presque maintenant le statut directement qui va séduire un jeune. Ouais, Je veux être pro, d'accord. ouais, ouais. Mais alors perf d'abord et... Bon, allez, jouons pas les vieux grigous tout de suite, on va attendre. 31 octobre, c'était Halloween, mais c'était surtout Majorque by UTMB. Soirée d'Halloween dans les sentiers. Sous le soleil et à la bagarre avec Annès, façon fantôme et clown de ça Halloween, à la germanique. Et un soulagement qui a frappé les esprits. Je revois Théo Détienne aussi, à la fin de Majorque by UTMB, et le soulagement qui était palpable sur ton visage, mais que tu as aussi verbalisé après, moi, il m'a frappé. C'était comme si être à la hauteur de ce dernier rendez-vous de saison avec le ticket qualificatif pour l'UTMB 2026 était vital après l'abandon que tu avais subi sur l'UTMB. Pourquoi cette priorité sur cette dernière course de l'année? Alors j'avais à cœur de bien faire à Majorque, déjà premièrement pour aller chercher les qualifications pour l'UTMB, parce que la fin de course que j'ai abandonné sur l'UTMB cette année, ça a été pas facile à accepter, même si évidemment après ça a été très vite et j'ai tu sais que retenu que le positif, parce que pour moi ça reste une course très pleine. J'ai été capable de mettre toute mon année et d'arriver le plus performant possible ce jour-là. Et j'ai couru à bloc sur 30 bornes. Et j'ai couru un bloc sur 30 bornes. Et Non, après, ça allait. et puis surtout de me prouver de me prouver à moi-même avant tout, avant de le prouver aux autres, que j'étais capable de pouvoir toujours courir et d'être performant. Ça n'a pas été simple parce qu'après l'UTMB et la blessure à la hanche, parce que j'étais tombé, pour contextualiser, je suis tombé 2 fois dans une descente et je me suis blessé à la hanche, c'est ce qui a fait que j'ai abandonné. T'as Ça a pas- abandonné à kilomètre? 147 à Trian, Ok. au ravitaillement de Trian. J'ai essayé de repartir, mais je suis vite rentré.
Ouais, c'est Donc ouais, pas loin de la fin, quoi. pas loin de la fin, il manquait 23 km, je crois, précisément. 23 km, ça fait pas beaucoup. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est ce qui fait que je reviendrai. Et le caillou sur lequel j'ai abandonné cette année, je compte bien de passer très vite à côté cette année. Enfin, l'année dernière et cette année. D'accord. Mais non, Majorque, ouais, c'était une course importante justement pour me prouver ça. Ça n'a pas été simple parce que récupérer cette blessure, ça n'a pas été facile. J'ai compensé la hanche de l'autre côté, sur un genou, un peu sur une cheville. Donc des douleurs un peu partout, des tensions musculaires un peu partout et tendineuses. Pas en confiance. J'ai vraiment jamais pris le départ d'une course aussi peu confiant et de me dire j'y vais mais je sais pas comment ça va se passer quoi. Donc je me suis agréablement surpris et je me suis rendu compte qu'au final bah j'ai accumulé un peu d'expérience et je suis capable même sans être bien entraîné de délivrer une belle chose sur le terrain le jour J. Je me suis entraîné à peine 3 semaines. La sortie la plus longue que j'ai fait pour préparer Majorque, c'était une sortie de 4 heures. Mm. C'est très peu pour courir une course de 140 km, faut pas se le cacher. Donc j'y suis allé très très peu confiant. Quand j'étais sur la ligne de départ, je me demandais vraiment ce qui allait se passer. Et au final, je me suis agréablement surpris. Je cote à 890 d'index UTMB. Grosse bagarre avec Hannes Ouais. Namberger qui a déjà terminé quatrième de l'UTMB en 2024. Qui était archi préparé pour Majorque. Qui était archi préparé, c'était son objectif de saison parce Ouais. qu'il s'était blessé en début d'année, donc il était arrivé vraiment en forme, il était arrivé avant, donc il connaissait tout le parcours. Moi je suis arrivé là 2 jours avant la course, pas entraîné, pas confiant, rien du tout. On a couru 100 et quelques kilomètres ensemble. Ouais, il te Donc, lâche un peu il avant me la lâche. toute dernière bosse et dernière C'est- finale. ouais, vers sur le, enfin ouais, vers le lac, là, vers le 15 parcours. km de l'arrivée, quelque chose, enfin un peu Ouais. plus. Donc ouais, j'étais vraiment très content. Et puis de ça me allait dire- vite en Et plus. ça allait vite, c'était un parcours très rapide, exigeant, et il y avait des parties qui allaient très vite et des parties très très techniques Mm. qui m'ont coûté beaucoup d'énergie, surtout qu'il faisait chaud, j'étais plus acclimaté à la chaleur. Donc non, ouais, je me suis surpris moi-même et ça m'a fait vraiment du bien une fois que la course a été terminée. Moi, j'avais à cœur d'aller à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ce que j'ai fait Mm. et c'est une des courses dont je suis le plus fier, ouais, même si j'ai pas gagné. Ouais, ah, intéressant ça. Cette UTMB, il y a eu la blessure, il y a eu l'abandon au kilomètre 147, mais je me fais volontairement provocateur. Est-ce que, compte tenu de la déception que ça a représenté, en plus avec la blessure, on t'a vu aussi très déçu, est-ce qu'à un moment, le public, ou toi, ou le staff, peu importe, ne s'est pas, vulgairement parlant, monté le bourrichon ou mis la pression parce que depuis le mois de juin et ta victoire sur le 90 du Mont Blanc, mais tu marchais littéralement sur l'eau, dans les médias, athlétiquement parlant. C'était Théo, il était ici. Est-ce Infernal. qu'à un moment, ouais, agaçant, il n'y a pas eu un phénomène d'exagération qui disait, mais Théo, mais top 15, top 20, mais top 10, mais Théo, mais non, 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 Théo, il peut aller gratter un top 5, mais pourquoi pas un top 3? Est-ce qu'à un Mm. moment, il n'y a pas eu quelque chose aussi qui a été trop fort et dont la déception a été à la hauteur? Et il y a eu de ça, mais j'ai tout de suite réussi à m'en défaire et justement à jamais rentrer dans cet engrenage-là, dans le sens où je sais ce que je vaux, je sais comment je m'entraîne, je sais ce que je suis capable de faire sur le terrain, je sais qui est en face de moi. Donc à partir de là, je sais que personne n'est capable de savoir vraiment ce qui va se passer, si ce n'est moi et les autres concurrents. Et Donc souviens-toi, j'ai tu fait avais en sorte. coupé les sollicitations même 2 semaines, voire 3 semaines avant l'UTMB. Tu avais commencé vraiment à réduire les Hmm. sollicitations médiatiques. Je me souviens, tu m'avais envoyé chier comme... Non mais ouais, avant ça a été compliqué. Il y a eu, bah, justement beaucoup de sollicitations. On avait déjà tout calibré pour la semaine vraiment UTMB parce qu'il y a toutes les sollicitations auxquelles il faut répondre. C'est énergivore, on l'a super bien géré, même si on a eu l'impression que j'étais partout tout le temps. Ça n'a pas été le cas. On a su timer et faire les choses intelligemment pour me préserver. On peut faire mieux. C'est justement des axes d'amélioration. Quand je fais le bilan après l'UTMB, il y a 10 points à améliorer, que ce soit sur mon entraînement, sur la course en elle-même, sur la gestion, sur plein de choses. Donc c'est du positif de me dire que j'ai été capable de délivrer une course comme ça, alors que j'ai encore une dizaine de points à améliorer, c'est hyper encourageant pour la suite Mm. et de se dire que bah, il y a encore une marge de progression qui est assez grande. Mm. Je voudrais qu'on parle de ta rupture avec New Balance. On va pas creuser le dossier pour diverses raisons, et notamment des raisons de rapport avec New Balance qui sont en cours. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, la dynamique, elle est avec Brooks. Mais je voudrais reprendre ce moment qui marque quand même une cristallisation, mais aussi parce qu'il annonce une version 1 et avec tes mots, dans tes propos, une version 2. C'est revenu plusieurs fois. Et je pense que ce post, donc le post dans lequel tu annonces que il est temps pour toi de dire stop avec New Balance, tu évoques des valeurs que tu ne retrouves plus, peu importe, mais dans le post que tu as partagé après, euh, c'est vraiment un manifeste de Théo. C'est le programme
de Théo 2026. Et ça, moi, ça m'intéresse. Le temps est venu pour moi de dire stop. Moi, rarement j'ai vu une annonce de rupture aussi forte. Et quand on dit stop, c'est qu'on a subi quelque chose. C'est qu'il y avait quelque chose avec lequel on n'était pas en phase. Sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est le sentiment que tu avais pour faire une déclaration de cet ordre? C'était un sentiment complexe dans le sens où cette année 2025, elle a été tellement charnière et c'est tellement un tremplin vers autre chose que j'ai à cœur, en tout cas, l'exigence de voir encore plus grand et de faire en sorte que ces rêves dont on parle depuis tout à l'heure deviennent réalité. Et j'étais justement dans cette situation de me dire, bah, il faut être capable de travailler avec des gens qui me permettent d'accomplir ces rêves-là. Donc il y a forcément un moment où une rupture doit arriver parce que j'ai à cœur de faire le mieux pour moi et d'aller le plus loin possible. Dire stop et savoir dire non et savoir éventuellement frustrer des gens, ça fait partie de la carrière d'un athlète pro? Oui, dire non, moi j'ai beaucoup de mal à dire non parce que j'aime pas blesser les gens et j'aime pas refuser des choses de peur de les décevoir. Je déteste décevoir les gens. Mais comme le dit si bien Baptiste Chassagne, c'est des sujets que j'ai beaucoup abordés avec lui et sur lesquels il a beaucoup creusé le sujet. C'est hyper intéressant. C'est à dire oui à tout le monde. Au final, on donne que des moitiés de oui. Donc je préfère donner un non parce qu'après le oui, il aura beaucoup plus de valeur. Donc ça, c'est un sujet très intéressant que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, même qu'il a abordé dans les médias. Et ce non et savoir dire stop, à un moment donné, il n'est pas facile à dire Non. parce que voilà, avancer, c'est forcément faire des choix et Ouais. refuser des choses. Donc c'est jamais simple à prendre comme Et c'est décision. partager des années Mm. d'expérience Voilà. et des années, Ouais, ouais, plusieurs années avec les mêmes interlocuteurs. ouais, On ouais. parle de tes team managers précédents. Mm. Donc, bon, Ouais, ouais. Après, moi, ce que je garde à cœur, c'est de garder le positif parce que, ouais. comme tu le dis, l'essentiel, c'est d'aller de l'avant. Il y a énormément de choses qui m'ont été apportées par la structure et par les gens avec qui on a travaillé. C'est des choses qu'on ne pourra jamais jeter et sur lesquelles il faut, je pense, se concentrer. Même mentalement, pour moi, c'est important de me concentrer sur le positif. Et on n'efface pas la totalité Et on n'efface pas la totalité de tout ce de qui ce a qui a été été fait, c'est fait. sûr. Assumer ses ambitions, mais tu dis aussi évoluer sur le devant de la scène et assumer ses ambitions. C'est toi qui le dis. Tu parles de vision, tu parles d'une grande vision, tu parles même d'envol. Euh, je crois qu'il est temps de nous le dire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Théo Détienne à, on va dire, un an? Le nouveau Théo Détienne à un an, tu le vois comment? En termes de projets concrets, Ouais. parce qu'à un moment, il va falloir nous donner du biscuit, ou en termes de valeur ou de progrès humain ou sportif. On est à la rentrée de janvier, de février 2027. Alors là, cette année, pour moi, elle va être clé dans le sens où faire une année où on se dévoile, où on est mis un peu sur le devant de la scène, on gagne une course, on se positionne bien sur un UTMB, ça fait rêver, mais le plus dur, c'est de confirmer et de montrer qu'on n'était pas une fraude, entre guillemets, Le et deuxième pas là album. par hasard. Le Voilà. deuxième album. Le deuxième album un peu raté, c'est ça. Ok. Non, non, c'est voilà. Donc j'ai à cœur de montrer que c'était pas du hasard et que si ça arrivait, c'est qu'il y avait une raison que ça arrive. Donc sportivement parlant, l'objectif il est clair, il est sur l'UTMB 2026. Donc là, à la fin du mois d'août, l'objectif ça va être de faire mieux. Je vais encore travailler mieux. J'ai la chance d'avoir l'expérience maintenant d'un premier essai l'année dernière. J'ai désacralisé le mythe. Maintenant, il va falloir venir enfoncer le clou. Mhm. Enfoncer le clou, ça passe par aller chercher et jouer devant. Dans tous les cas, je m'en cache pas, tu le sais. Ça, c'est mon style de course et ça restera comme ça. Ok. Donc, athlétiquement parlant, tu nous as livré un objectif sur 2026. Oui, l'objectif UTMB. dans tous les cas, ce sera exactement comme en 2025, c'est de construire toute l'année autour de l'UTMB, qui est le point central. Et toutes les courses qui arriveront donc en amont, ce sera des courses plus de préparation, de rodage, avant de pouvoir être le plus performant possible fin août à Chamonix. Là, j'ai à cœur cette année de pas courir une course vraiment en juin pour pouvoir me laisser le temps, juillet, août, d'être plus tranquille et de pouvoir m'entraîner plus dans mon coin, entre guillemets. Donc ouais, on est en train de terminer et de peaufiner les courses sur lesquelles on sera. Mais en tout cas, j'ai à cœur de mettre un espace entre les deux pour être frais mentalement, disponible Ok. et être sûr que la préparation que j'ai faite soit qualitative. Ça veut dire qu'il y aura une course d'objectifs de préparation majeure, voire d'objectifs majeurs prioritaires à l'UTMB au mois d'avril ou au mois de mai. Oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au mois d'avril ou au mois de mai? On a Madère. Madère, ce serait chouette que tu viennes. Euh, Ouais, il y en a plein d'autres, hein.
Ouais, le Ventoux, je sais Rainy pas. Volley-Revard, premier week-end de mai. Ah oui, ça, on t'accueille en plus. Bon, ok, on y reviendra. La date ou l'échéance maximale à laquelle tu te projettes aujourd'hui, est-ce que tu as une idée ou un projet approximatif ou détaillé à 2 ans, 5 ans? Oui, le projet approximatif, je l'ai déjà dans ma tête. L'objectif, c'est d'aller courir toutes les courses un peu majeures sur le format ultra. Il y a une course comme la Diagonale des Fous qui font rêver, la Western States, la Hard Rock. Ça, c'est les courses mythiques du calendrier qui font un peu rêver tous les athlètes qui font du longue distance. Mais j'ai aussi à cœur de découvrir d'autres choses, d'autres formats. Pour l'instant, j'ai pas envie de monter sur des formats plus longs que ça. Mais je pense qu'il y a tellement de très belles courses sur des formats à 100 km à découvrir qu'avant d'avoir fait le tour, je pense que j'ai plus de 5 ans écoulés. Ce que j'ai à cœur aussi de mener, c'est des projets et des formats off. Mhm. Donc, J'allais y venir, ouais. bah voilà, j'ai Les pas eu. fameux projets les plus fous. Un projet off ou un projet créatif ou de création de contenu. Ouais. À moins que ça soit les deux, mais je pense que les deux vont être liés. Qu'est-ce qui peut nous attendre en 2026? Ou alors une idée de destination? Ou une idée de partenaire? Ou les deux? 2026, ce sera plutôt sur des projets en fin d'année. Mais là, je me concentre plus cette année, je te dis, pour être sûr d'être le plus performant possible, je vais pas me disperser, en tout cas avant l'UTMB, à faire des projets à droite Ah, à gauche. d'accord. Ça viendra plus sur la fin d'année. Mais en tout cas, ouais, j'ai des belles idées de projets off sur 2027, 2028 Qui sont dans les cartons qui encore. sont dans les petits papiers. En quoi Brooks, et pas une autre marque, peut t'aider à concrétiser ces fameux projets, cet envol, cette version 2? Ne me dis pas, ou dis-le moi, j'ai entendu pareil une com sur les réseaux récente, intéressante, dans laquelle tu réponds à une interview et que tu dis, bah, c'est plus simple en ayant Clément Defresne déjà chez Brooks, en ayant un même équipementier, d'ailleurs tu utilises ce mot, Hmm. de créer des projets de création de contenu, parce que c'est plus facile d'aller chercher les budgets. Je J'ai me pas dit, suis ça, je l'ai pas dit, ça. C'est plus facile en termes de moyens. Il y avait quelque Ah chose oui, comme ça, de non mais mutualiser les moyens. de budget, j'ai jamais abordé ça, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire attends, je me disperse pas, je réponds à ta question après. Mais du Ouais. coup, sur ce point-là, avant qu'on s'en égare, c'est sûr que quand on est chez le même équipementier, c'est beaucoup plus simple de créer des projets. Parce que bah, forcément, si moi je reste chez mon ancien équipementier et lui il est chez Brooks, bah, de suite il y a les histoires de visibilité. Et ça pose forcément problème à un moment donné. Tu sais comment ça marche entre les marques. Il y a forcément un moment donné où ça va être compliqué. Donc le fait d'être ensemble chez le même équipementier, ça facilite beaucoup de choses. Et tu disais que c'était une des raisons pour laquelle aussi tu avais été chez Brooks. C'est une des raisons, clairement, oui, c'est une des raisons, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Chez les athlètes aussi, non pas qu'ils soient pas athlètes, hein, mais je veux dire dans le team élite en tant que tel, parce que certains différencient un peu les non-élites et d'autres. Moi, je me lancerai pas sur le sujet. Chacun a son avis, mais je connais déjà d'autres athlètes du team depuis un moment, donc ça c'est aussi un gros avantage. Le côté humain, il est super important. J'ai tout de suite très très bien matché avec le nouveau team manager, Benjamin, avec qui on s'entend très bien. Et justement, on a été très en phase sur le projet de performance de ce qu'on voulait mettre en œuvre. Et je suis assez exigeant de ce côté-là, à savoir que je sais où je veux aller. Et entre guillemets, j'ai besoin de travailler avec des gens qui soient capables de me suivre dans cette démarche-là. Et ça a tout de suite été le cas. Donc ça, c'est un gros point aussi. Et évidemment, l'aspect matériel qui passe avant tout, parce que c'est le point clé de la course et de ce qu'on fait. Et le matériel, les chaussures, le sac, les t-shirts et autres, ça, c'est des points qui sont importants. Là, les chaussures qu'on est en train de développer en ce moment, qui vont sortir très bientôt, ça, c'est une belle avancée aussi. Donc, On parle de la Cascadia Elite. on parle de la Cascadia Elite, c'est Ouais, ça, ouais. qui sortira au mois de mars, qui est une très belle chaussure et que j'ai eu la chance de tester déjà depuis un petit temps, qui est pour des formats comme moi je pratique, c'est hyper intéressante. Tu es quelqu'un qui est fidèle à des valeurs. Ça a été l'objet, je ne veux pas revenir, mais Mm. sur la rupture avec ton ancien équipementier, sponsor. Aujourd'hui, est-ce que Brooks, si tu découvrais que les valeurs de fabrication, les campagnes de communication, les conditions de travail, je sais pas, je n'ai pas été chercher, j'ai même pas creusé des polémiques du type Nike et compagnie. Je sais que Francesco Pupi, il a cet instant réflexe où il aperçoit une campagne de pub de Nike, je crois, lors De des Nike, JO de ouais. Paris, Ouais. qui dit Winning is not for everyone ou quelque chose comme ça. Mm. Est-ce que si tu découvrais que eh ben, des pratiques ou des valeurs de Brooks sont divergentes des tiennes, ça pourrait remettre en cause ta manière de considérer le sponsor ou la collaboration? Oui, parce que l'éthique, pour moi, elle passe avant tout. Ouais. Et à mon sens, c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
D'accord. Je voudrais parler d'agent. En quoi, aujourd'hui, ton agent, tu as un agent et qui vient de recruter un certain Thomasio aussi, le roi de la création de contenu avec Clément On Defrenne. peut le dire. On salue Thomasio dans son studio au plafond duquel il a vissé sa chaise et son four à micro-ondes. Est-ce que tu penses qu'un agent aujourd'hui, c'est indispensable pour un athlète pro, jeune a fortiori, pour concrétiser ses rêves, Ou est-ce que, non, ça va, on est encore dans un modèle passé Pour moi, ça devient fonctionne. indispensable parce qu'il y a tout un aspect qu'on voit pas, à savoir au-delà de quand nous on met un dossard. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert depuis les 2 dernières années et ce que je dis tout le temps. Courir, c'est le plus facile. La gestion de carrière et ce qui vient derrière, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus énergivore. C'est ce qui prend la tête, entre guillemets. C'est justement, on parle souvent de la santé mentale, du stress et autres. Et ça représente une énorme part de tout ça. Et ce qui fait que le jour d'une course, on n'arrivera pas totalement disponible et prêt mentalement à performer. Et au-delà de ces aspects-là, il y a aussi le relationnel avec les marques, savoir négocier des contrats, lire les petites lignes dans un contrat, le relationnel avec des marques. C'est un métier. On n'est pas tous nés avec cette fibre-là. Et chacun doit rester à sa place dans la mesure où il y en a enfin, moi, mon métier, c'est courir. Il y en a, leur métier, c'est savoir être capable de lire des contrats, la partie juridique, négocier. Je fais confiance justement à mon agent sur toute cette partie-là parce que ça représente un vrai métier et on ne peut pas tout faire, ça prend énormément de temps et d'énergie. Ça fait 10 ans à peu près qu'on entend de manière légitime que les athlètes de trail sont, comment dire, peu considérés par les marques. Et c'est une tendance qui augmente avec les prises de marché des majors du running entre elles, qui sont les plus grosses boîtes en termes d'équipement, en regard de ce que les marques leur reversent. On a souvent entendu les athlètes se plaindre du fait qu'ils n'étaient pas soutenus par la fédération, ça c'est encore une vérité, mais aussi que les athlètes et les observateurs, en comparaison des bénéfices, c'est un peu le cliché qu'on entend souvent, en comparaison des bénéfices qu'ils leur font gagner, c'était vraiment un pouillème que les marques, aujourd'hui les grandes marques, reversaient aux athlètes. Je me demande si la solution en fait que vous illustrez avec Brooks, euh, ce serait pas de dire, ok Brooks, on va travailler ensemble, euh, mais en échange, notre boulot, ça va être autant de créer du contenu et non plus seulement de performer. Et en échange, on va aussi revoir les contrats à la hausse parce qu'on a aujourd'hui des compétences qui sont étendues, quoi. Est-ce que tu partages cet avis ou pas? Peut-être que, est-ce que la solution, ce serait pas aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire, ah mais attendez, on fait pas que gagner des courses et faire des podiums. On va aussi vous faire du contenu qui va faire, je sais pas, 200 000 vues, 1 million de vues. Donc voilà, espèce de cercle vertueux pour utiliser encore ce mot. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je Que tu es suis économiste macro et que tu vas trouver un nouveau modèle. exactement sur ça. Non, mais je pense ça c'est hyper important pour les marques parce qu'on voit, nous on est dans un système où le but premier d'une marque, c'est de vendre des produits, c'est de toucher du consommateur. Et ça passe par quoi? Ça passe par la visibilité. Donc un athlète qui est très performant mais très peu visible, il aura forcément moins cette capacité à rendre la marque visible et à vendre des produits. Ça reste du marketing et du business avant tout. Et la chance qu'on a, enfin la chance que moi en tout cas j'ai, c'est d'aimer partager et d'avoir cette visibilité parce que ça représente aussi du boulot. C'est pas tombé du ciel, c'est sûr. Et pour une marque, c'est à mon sens enfin, cette double casquette, elle est beaucoup plus intéressante qu'un athlète uniquement performant, mais qui joue pas du tout cette carte de la visibilité. C'est pas simple, parce que de toute façon, on en parlait tout à l'heure, c'est l'histoire de la double casquette. Moi, en tout cas, j'aime le faire, ça me plaît, parce que j'aime partager, et c'est sûr que pour les marques, c'est encore mieux. Mais quand je vois Clem, pour parler de Clément Defrenne, donc Clem qui court, 27 ans aussi, lui, cette année, vous êtes de la même génération. Clément, phénomène médiatique, sportif aussi, parce que c'est pas juste Et un très bon influenceur. coureur aussi, hein. Faut le Coureur, souligner. costaud. Mais justement, ça a été un peu les polémiques récemment, on l'a vu, je m'étendrai pas sur le sujet, mais de dire, enfin, On a même parlé de tandem, de stratégie. Clément et Théo d'Étienne, désormais dans l'écurie de l'agent, pour le citer, de Fresh Touch, ouais, chez Fresh Touch, on est qui tous a les deux avec le même récupéré agent. voilà, Thomasio aussi. Mm. Là, c'est bon. Il y a beaucoup d'observateurs qui ont vraiment vu un changement de paradigme, mais aussi une sorte de coup business, le coup fameux de la bourse du trail, quoi.
J'aimerais bien que ce soit ça, non? Non, mais pour moi, c'est un cercle hyper vertueux parce que dans tous les cas, le message de fond qui est amené derrière, c'est que cette visibilité, elle va servir à quoi? Elle va servir à pousser des gens à se mettre au sport, à lâcher un mode de vie beaucoup moins sain. Enfin, on en reçoit des messages à l'appel et Clément encore plus que moi. Je reçois des dizaines de messages par jour, des gens qui m'écrivent en me disant, bah, je faisais pas de sport, j'ai découvert tes vidéos, je me suis mis à courir. Ça vaut tout l'or du monde. Mmh. À partir de là, oui, on peut critiquer la surmédiatisation, d'accord, ok, je vois pas pourquoi. Et à mon sens, le message de fond, il est ultra positif. Ouais, et l'écosystème, la portée, Mm. elle est aussi forte parce que il y a agent, il y a financement nouveau, il y a Mm. collaboration. Et Clément nous a toujours dit, mais moi, le maximum de sous que je gagne, c'est pour le réinvestir dans des projets et Exactement. faire bosser des vidéastes et créer un autre lien social et faire bosser des gens pour faire des belles choses, quoi. Et ça, c'est ce qu'on voit pas en arrière-plan. C'est que oui, on se dit, il y a toute la partie argent qui est gagnée, mais enfin, même en parlant de moi, tout ça, c'est réinvesti. Tu vois, quand on regarde la chaîne YouTube, Oui, déjà, toutes mes précisément, vidéos, ouais. j'ai tellement été mauvais qu'elles n'ont pas été monétisées, presque. Voilà. Il Mais faut... en fait, tout le projet qui vient en au-delà, enfin, faut bosser avec des vidéastes. Il y a toute la partie post-prod, quand on va bosser dans des studios, ça coûte énormément d'argent parce qu'il faut se déplacer à droite à gauche, savoir le diffuser. savoir le diffuser, c'est quelque chose qui est pas simple, qui coûte énormément d'argent et cet argent, bah, il vient forcément de quelque part et il est réinvesti. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, moi, je sais pas. Tu sais, à l'ancienne, entre guillemets, tu fais aussi partie d'une génération qui est restée 5 ou 6 ans chez Salomon, Ouais. et puis après 2 ans chez New Balance. Mm. J'ai l'impression que, non, 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 on va de plus en plus vite. Est-ce que la fidélité à un sponsor, quelque part, c'est plus une règle qui est gravée dans le marbre, comme les athlètes qui restaient 10 ou 15 ans chez une marque? Alors, c'est moins ancré qu'avant, mais moi j'ai quand même à cœur que ce le soit parce que, en fait, tu vois, ce qu'on on voit pas, c'est que tu es amené à travailler, quand tu travailles avec un nouveau équipementier, ben, tu es amené à travailler avec toute une équipe, que ce soit les gens qui travaillent à la partie marketing, partie performance, team manager. Et en fait, c'est tout un écosystème et au final, tu crées du lien avec ces gens. Et c'était pareil quand j'étais chez Salomon, pareil quand j'étais chez New Balance. Tu es amené à rencontrer beaucoup de gens, à sympathiser avec beaucoup de gens, tu crées du lien. Et à chaque fois, c'est un petit déchirement dans le sens où bah, tu dois partir de ce milieu-là dans lequel tu te sentais bien Mm. pour te retrouver dans un autre milieu et reconstruire toi là-bas. C'est ce que je suis en train de faire actuellement avec Brooks. Donc j'ai eu la chance de déjà aller dans leur bureau à Aix-en-Provence, de pouvoir rencontrer les équipes. Le courant est super bien passé, on a passé un très bon moment. Mais en aucun cas, ça enlève les relations que j'avais avant avec d'autres personnes, évidemment. Mais la fidélité, pour moi, elle est importante et je pense que c'est quelque chose qui doit pas se perdre. Parce que quand on a un écosystème qui marche bien, dans lequel tu te sens bien, bah, je dis pour courir vite, il faut être bien dans les jambes, mais il faut être aussi bien dans la tête. Mm. Et ça passe forcément par ça. Donc la fidélité, pour moi, elle est importante, hyper importante, et ça, c'est quelque chose que je garde. Je me suis retrouvé dans des situations qui ont fait que bah, j'ai suivi d'un sponsor à l'autre, et là, cette année, bah, il y a eu cette nouvelle création de projet. Mais en tout cas, le projet avec Brooks, il est clair, c'est de durer le plus longtemps possible. Ouais. Donc Et on puis, verra jusqu'où ça nous mène. Mais le projet de fidélité, il est important. Et ça, c'est quelque chose qui a changé depuis récemment. On l'a vu avant, quand enfin, des François qui ont fait toute leur carrière chez Salomon et bien d'autres athlètes. Avant, c'était un sponsor égale toute une carrière. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer euh, enfin, depuis quelques années, ça, c'est sûr. Ouais, mais en effet, tu le dis, la fidélité, t'es pas prestataire. T'es pas touriste Oui, prestataire. C'est pas, bah, c'était sympa au bout de 2 ans. C'est non, good non, mais c'est si, ça. si on va plus loin, quoi. Bah oui, oui. Toute dernière question, là, un tir groupé. Tu t'es mis en disponibilité de la fonction publique. J'ai démissionné. Tu as Je suis pas en démissionné. Alors disponibilité. ça, c'est intéressant parce que faire le saut, c'est pour certains facile à J'ai dire. fait le vrai saut. Ok, voilà, petite précision, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Tu t'es pas mis 10 ans en disponibilité et puis après, je redeviens Non. fonctionnaire. Pour recontextualiser, j'étais gendarme avant. Je préparais les formations pour le secours en montagne que je devais intégrer là. J'aime bien quand tu fais le face cam pour préciser. Alors, Et je vous précise. Non, et ouais, en fait, non, je me suis pas mis en disponibilité. J'ai totalement démissionné. J'ai Hmm. posé ma lettre de démission. C'est faire le grand saut. C'est la disponibilité, en fait, dans un sens, c'est un peu le backup facile. Toi, de te dire si ça marche pas, je reviens. Et ça te bah, met moins de pression que quand tu démissionnes et tu te dis, bah, là, je suis dans le projet, j'y suis. C'est à moi de faire en sorte que ça marche. ouais, puis on parle de la fonction publique, donc bon, il y avait quand Oui. même une certaine Ah, stabilité il y a devant une ça, certaine quoi. stabilité, c'est sûr. Gendarme et moustachu, c'était du Et divertissement, moustache. puisque Le cliché à 100%. Clem nous a dit 3 fois, mais Théo Détienne, pour moi, c'est le roi du divertissement. Donc, non, c'était une période. Ouais, c'était une période. D'accord. La première rencontre avec Clem, ça se passe comment? C'était en live TikTok. TikTok. Tu parlais de la rencontre physique? La première rencontre. Non, première rencontre. Alors, moi, c'est la toute première vidéo que j'ai vue de lui. Et le premier feeling aussi.
Premier feeling, ouais, Premier sympa, feeling. mais Non, première vidéo que j'ai vue, c'était la vidéo de lui à Rodrigue, quand il part à fond devant Mathieu Blanchard. ouais. Voilà, ça c'est la première vidéo. Et puis avec les commentaires de Victor derrière, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Victor Gardin, Victor Gardin, qu'on salue également, collègue collègue. de vous. Voilà, et on était ensemble à Oman et tout, Tout bref. à fait, ouais. Et il a très bien couru d'ailleurs. Et c'est la première vidéo sur laquelle je suis tombé de lui. De suite, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre les vidéos. On a commencé à échanger un peu par message. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'il répète tout le temps, c'est que j'ai été le premier athlète élite à lui donner l'heure, entre guillemets, parce qu'à cette époque-là, il avait très peu d'abonnés sur les réseaux. Et en fait, on avait à peu près pareil, je sais pas, 15-20 000, quelque chose comme ça. Et on s'est fait notre premier live TikTok. Premier live pour lui, premier live pour moi, c'est un super moment. Et en fait, ça fait tout pile un an à peine là, parce qu'on a fait le live d'annonce là pour Brooks, un peu en mode conférence de presse sur Twitch. Ça faisait à peu près, grosso modo, un an qu'on avait fait ce premier live. Donc c'est marrant de voir en un an l'évolution et l'explosion qu'il y a eu. On avait tous les deux environ 15-20 000 abonnés sur Instagram. Là, lui, il en a plus de 500 000. C'est un truc de fou. Et ça, c'était la première rencontre digitale. Et après, la première fois que je l'ai rencontré, c'était cet été à Chamonix. Pas longtemps après le 90 km du Mont Blanc. Donc il s'est arraché de son île pour venir un peu découvrir les vraies montagnes. Et non, ça a été une très belle rencontre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que beaucoup de gens se font une idée de se dire, bah, souvent les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu une image de façade. Mais au final, c'est la même personne que ce soit sur les réseaux sociaux et en vrai. C'est ça qui, pour moi, est important. C'est l'aspect authentique. Ouais, les mauvaises langues vous voient toujours ensemble sur. Il y avait un autre live auquel on a participé, le fameux Oui, live Twitch, sur exactement. lequel on a fait ton suivi course. Vraiment D'ailleurs. une expérience. Je remercie Clément, mais quelle expérience! Il y avait cette bromance, selon des médias assez critiques, dont on taira le nom, sur l'Imam Trail Ouais. dans le désert, et ça cartonne. Et il y en a qui voient une stratégie, donc on va répondre à ça. Qu'est-ce qui vous différencie profondément, Clem et toi, en 2 mots, Qu'est-ce qui nous différencie? à part le physique? Ouais, à part le physique, parce que moi j'ai le six-pack, désolé, hein. Non, en vrai, qu'est-ce qui nous différencie? Bah, le fait que moi je joue, mon métier, c'est jouer vraiment la performance purement sur le terrain avec un dossard, et lui, c'est la performance sur les réseaux sociaux. C'est deux aspects de performance qui, au final, se rejoignent vraiment parce qu'on travaille tous les deux énormément. Et ce que les gens se rendent pas compte, c'est que toutes ces vidéos qu'il fait, tous les happenings qu'il fait pendant les courses, c'est des heures de Ah là travail, là. c'est une créativité monumentale. Et c'est un boulot que je serais bien incapable de faire parce que c'est usant. Enfin, non pas que athlète pro, ce soit pas usant, mais je veux dire, c'est très difficile et les gens se disent que c'est hyper facile. Rédiger un post, c'est- Clément nous avait dit, mais c'est 7 heures des fois. Ah oui, Et je fais relire la hyper phrase compliqué. à sa compagne et tout. Mmh. Enfin, ouais. Donc non, faut pas sous-estimer le travail qui vient en arrière-plan. Alors moi, mon métier, c'est athlète professionnel. Lui, il est axé évidemment sur le divertissement sur les réseaux sociaux, mais c'est une performance dans tous les cas des deux aspects. Et ça reste néanmoins un très bon coureur qui, selon moi, dans les années à venir, peut faire de plus en plus de mal à certaines personnes. Sur le sentier, Ouais, je précise. Parce que- Ouais, je suis plutôt d'accord. En 2 mots, toutes les collabs que tu as réalisées à ce jour, elles sont en phase avec tes valeurs de la crème solaire, la Roche-Posay. Ça a été une prise de conscience, tu vois. Ça a été ma femme l'autre jour me montrait une photo de quand on s'était rencontrés il y a 4 ans. Et j'avais une tête vraiment plus d'enfant. Et là, j'ai vu ma tête après. Là, enfin, plus ridée, plus tirée. Je me suis dit, j'ai pris quand même un coup. Et en fait, je me suis rendu compte, le fait de faire du ski tout le temps, il fait froid, t'as l'air, t'as la réverbération du soleil. Je me dis, j'ai vraiment pris un coup. Et là, dans ces cas, j'utilise. Et j'utilise la crème solaire. Non, en vrai de vrai, ça a été une vraie prise de conscience cette année. Parce que et en fait, c'est que je me suis dit, je passe des heures. Et moi, j'ai un terrain propice dans le sens où, dans ma famille, il y a déjà eu des cancers de la peau. Ouais, t'es Et en plutôt fait, blanc en plus de peau. il y a eu, surtout qu'il y a eu des cancers de la peau dans ma famille. Donc, il y a cette prépondérance à développer ce genre de maladie. Donc, ouais, j'ai pris vraiment une petite claque là cet été quand j'ai vu ça. Donc, je fais attention maintenant. Et de la crème solaire au basket, des sardines en boîte à la graisse à traire, t'as fait beaucoup de publicité. Ouais, surtout la graisse à traire. Tu te Surtout, souviens? ouais. Est-ce que toutes ces collabs te rendent fier ou il y a eu tu dirais davantage non à certaines choses aujourd'hui? Sur des... Non, toutes les collabs qu'on a faites à l'heure actuelle, c'est des choses avec lesquelles je suis en phase et que j'aurais aucune difficulté à reproduire à l'avenir. Dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est réfléchi en amont. Bon, j'imagine que des fois, il pourrait y avoir des regrets ou de se dire j'aurais fait différemment. À l'heure actuelle, non. S'il fallait refaire, je ferais. Tu viens, c'est la dernière question, après on en a 4 très courtes. Tu viens d'un ex-sponsor qui a décidé, étant une major du running,
d'avoir son propre événement, donc le marathon du Ouais. Mont-Blanc. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Brooks, le cap à franchir, ce serait vraiment bien, voire porteur au niveau marketing, mais plus, ce serait d'avoir son propre événement, vraiment, en France? Ou il y aurait peut-être, ce serait peut-être d'ouvrir la boîte de Pandore, quoi, quelque part. Je pense que ça pourrait être intéressant, oui. Après, je pense sincèrement pas que ce soit une fin en soi, Mm. dans la mesure où pour porter une marque, il n'y a pas besoin d'avoir une course en particulier. Enfin, je veux dire, dans le milieu du trail, parce que Brooks est déjà présent sur des événements. Mais je veux dire, d'avoir une course comme entité propre, comme là, New Balance avec le marathon du Mont-Blanc, je pense pas que ce soit une fin en soi, parce que la marque peut être visible autrement que comme ça. Bah, avec Théo Détienne, notamment. 4 Notamment. questions courtes, notamment, et pas Thomas, ni Clem, ni qui se sentiront visés. 4 questions rapides pour terminer. Les critiques qui te blessent le plus aujourd'hui? Ah, il y en a eu cette année des messages qui m'ont bien piqué. Mais maintenant, on s'y habitue, ça va. Mais après, il y a toujours des choses qui piquent un peu plus que d'autres. Non, celle qui m'a le plus piqué, c'est qu'on me dise que je savais pas. Comment dire? C'était après l'UTMB, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait que j'avais super mal géré ma course, que j'avais fait un peu n'importe quoi. Et ça m'avait un peu piqué parce que c'était vraiment pas longtemps après. Et je me disais, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu me dis ça alors que t'en sais rien en fait? Ah ouais, Tu vois? vexé, mais ouais. Vexé. Alors que toi, tu avais la conviction que ton plan de course. Mon plan de course était rodé. Enfin, j'étais dans mon corps à ce moment-là, je savais ce que je faisais. Donc non, tout allait bien. Mais ça fait quand même un petit coup à l'ego. La meilleure décision que tu aies prise depuis le 1er janvier 2026? On s'est vu le 22 novembre, tu m'as dit, j'ai arrêté de boire. Ouais, mais j'ai pas beaucoup bu depuis le début d'année. Non, vraiment, le nouvel an, j'ai été calme. On l'a fait à 2, on s'est couché à 23h. Ça va, sage. Non, ouais, je vais pas dire réduire la consommation d'alcool. Non, non, je veux dire. C'était une boutade en plus de Mais ta je part. sais, je plaisante. Non, non, non. À moins que. À moins que. On est quand même au musée du vin. Musée du vin, dans ton domaine. Donc, Non, en vrai, c'est de savoir. Attends, la question c'est quelle C'est est la la meilleure décision que tu aies prise depuis le 1er janvier. de savoir mettre plus un cadre à la vie. Bon, là, on est qu'au début du mois, enfin mi-janvier, mais je veux dire pour l'année en général, de savoir cadrer surtout ma vie et les périodes et ce à quoi il fallait dire non, parce que c'est ce que je te disais, la difficulté principale que j'ai eue l'année dernière. Ce que tu redoutes le plus en 2026, ne me dis pas moi-même. Moi-même. Ok. Non, ce que je redoute le plus, de faire moins bien qu'en 2025. Ah ouais. Ça, ce serait pas facile, mais bon, faut accepter. Hein. Ouais, le deuxième album raté, quoi. Deuxième album raté. Les critiques négatives. L'avant-dernière, l'urgence, le sentiment d'urgence. Tu l'as ou non? Tu es plutôt relax avec l'urgence? Parce que moi, je trouve que ça va quand même très très vite. D'urgence par rapport à quoi? Par rapport à tout. Il faut faire maintenant, c'est maintenant, il faut que je crée du contenu, un contrat, des projets off. Ouais. Théo, il va vite quand même, Théo, là, depuis... Ouais, tout va vite. Ouais. Tout va très très vite et s'enchaîne vite. Je le vois comme du positif et je pense qu'il faut justement pas rentrer dans ce cercle de se dire du toujours plus et de savoir prendre du recul. Et c'est ce que j'ai fait et c'était un peu mon bilan de fin d'année 2025, de me dire j'ai pas envie de rentrer dans ce système de se dire bah, toujours plus vite, encore plus à chaque fois. Je préfère justement prendre du recul, de me dire je vais en faire moins, mais ça va être mieux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être important cette année. C'est ton anniversaire bientôt? Ouais. Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé? En vrai, j'ai rien demandé. Non, si, qu'est-ce que je pourrais demander? La crème solaire? La crème solaire. Non, une belle casquette, je sais pas. Comme la tienne, par exemple. Je la mets de côté. Merci Théo, c'est terminé. Merci à toi, c'était un On se plaisir. serre la main, on fait quoi? On se serre la main comme ça. Merci s'embrasse. beaucoup pour tes belles questions. Merci. Merci Théo.